je fus seul, l'affaire du vieux document se mit à me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Oh, mon cerveau s'est chauffé. Mes yeux clignaient sur la feuille de papier. Les lettres semblaient voltiger autour de moi. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais. Il me fallait de l'air. Alors je m'éventai avec la feuille de papier dont le verso et le recto se présentaient successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise! Comment, dans l'un de ces mouvements, je crus voir apparaître des mots latins, entre autres craterum et terrae. On comprend si je fus ému. Je me penchai sur la table et sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase entière. Quelle terreur m'envahit! Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer? Non, et non, mon oncle ne le saura pas. Il voudra tenter un semblable voyage, rien ne pourra l'arrêter, rien. Et il m'emmènera avec lui, et nous ne reviendrons pas, jamais. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout dans les flammes, quand la porte du cabinet s'ouvrit. Le professeur Lidenbrock revenait avec des dizaines de dictionnaires et d'encyclopédies. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisaient. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, n'entendit rien. Pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrit la porte. « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Elle n'obtint même pas de réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et m'endormis sur un bout de canapé. Quand je me réveillai, le lendemain, l'obstiné Lidenbrock calculait et raturait toujours, les yeux rouges, le teint blafard, les cheveux emmêlés sous sa main fiévreuse. Vraiment, il me faisait pitié. Non, me répétai-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller. Je le connais. Rien ne sera l'arrêter. Ceci bien résolu, je croisai les bras et attendis. Vers midi, la femme aiguillonna sérieusement. Cependant, je tins bon. 2 heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance de ce document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis-aller, on le retiendrait malgré lui s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin, il pouvait découvrir lui-même la clé du code, et que j'aurais supporté pour rien les affres de la faim. Mon oncle. Comment? Il sembla réveillé d'un profond sommeil. Eh bien, ce code... Il résiste toujours. Le hasard me l'a fait découvrir. Ah, c'est bon, le professeur sauta sur ses pieds et m'arracha mes notes des mains. Descends dans le cratère du Jökull de Sneffels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre.
ce que j'ai fait, Arne Saknussemm. À cette lecture, mon oncle se mit à danser à travers toute la chambre. Ah! Quelle heure est-il donc? 3 heures. Je meurs de faim. À table. Et puis, ensuite... Oui, ensuite. Tu feras ma malle. Comment? Et la tienne. Je suffoquais. Mon oncle voulait vraiment partir. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je courus retrouver Grauben qui travaillait dans la bibliothèque de la ville. En 2 secondes et en 3 phrases, je lui racontai tout en tremblant. Axel, ce sera là un beau voyage. Je bondis à ces mots. Oui, un voyage digne du neveu d'un savant. Il est bon qu'un homme se distingue par quelque grande entreprise. Quoi? Oh, Grauben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition? Non, cher Axel. Et je vous accompagnerais volontiers si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. Je ne parvins même pas à répondre. Je gardai en silence la main de Grauben dans la mienne. Le soir était venu quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle dans sa chambre et la bonne Marthe passant un dernier coup de balai dans la salle à manger. Mais j'avais compté sans le caractère du professeur. Mais viens donc, Axel. Ah, toi donc, malheureux. Ta malle n'est pas faite. Mes papiers ne sont pas en ordre. Je ne trouve plus la clé de mon sac de voyage. Nous partons tout de suite? Après-demain matin, à la première heure. La voix me manquait. Mais, mon oncle, j'aimerais seulement savoir ce qui nous presse. Mais le temps, hein? Crois-tu ignorant qu'on se rende si facilement en Islande? De Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service, le 22 de chaque mois. Si nous attendons au 22 juin, nous arrivons trop tard pour voir l'ombre du Skartaris caresser le cratère du Sneffels. Va faire ta valise tout de suite. Il n'y avait rien à répondre. Je remontai dans ma chambre et bouclai mes bagages. Pendant ce temps, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques envahissaient notre maison. Aïe, aïe. La bonne Marthe n'en pouvait plus. Mais... Oh, misère. Monsieur Axel, ces messieurs bouleversent tout, cassent tout, salissent le plancher avec leurs pieds crottés. Mais regardez, ils encombrent la maison de la cuisine au grenier. Est-ce que monsieur est devenu fou? Je fis un signe affirmatif. Et où part-il ainsi? J'indiquai du doigt le centre de la terre. Voilà que celui-ci aussi devient fou. Je passai une affreuse nuit durant laquelle je ne rêvais que de volcans, de tremblements de terre, de chutes dans des précipices sans fond.